pour le cours de monde contemporain, il est très utile de comprendre comment le monde a changé depuis 1945. C'est sûr qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu d'abord la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une rupture, il y a eu une guerre froide, il y a eu le phénomène de la décolonisation. Ensuite, il y a eu la mondialisation, la fin de la guerre froide, et il y a eu des nouveaux enjeux. On est dans les nouveaux enjeux, puis il nous manque un petit peu de recul parfois là, pour connaître un peu qu'est-ce qui se passe par la suite. D'abord, si on parle de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il faut comprendre que c'est 50 millions de morts, dont 6 millions dans les camps d'extermination et de concentration, pas seulement des Juifs, mais des homosexuels, des gens qui ne cadraient pas du tout dans la société, des intellectuels, etc., etc. Il y a des milliers de villes qui ont été réduites à l'état de ruine en Europe, bien sûr, et on a vu poindre à l'horizon la menace nucléaire, qui devient une réalité. On est capable maintenant de s'imaginer qu'on peut s'autodétruire. À la fin de la guerre, il va y avoir une grande conférence, une conférence très importante avec les principaux gouvernements de l'époque en février 1945. Winston Churchill, on a Roosevelt, le gouvernement des États-Unis et donc de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne. Et on a aussi Joseph Staline de l'URSS qui vont se rencontrer à Yalta en URSS. Hein, c'est comme ça qu'on appelait la Russie à l'époque. Donc, il y a un certain nombre de décisions qui vont être prises à ce moment-là pour préparer l'après-guerre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans les pays libérés, autoriser les élections. Hein, on va faire des élections en Europe. On va se partager aussi l'Allemagne en 4 zones. Ça va devenir vraiment un gros enjeu, une grosse problématique. On va donner à l'URSS la moitié de la responsabilité des réparations allemandes aussi. La fin de la guerre va entraîner la création d'un organisme qui existe encore aujourd'hui, mais on se demande si c'est toujours utile, c'est l'ONU. Donc, avant, ça s'appelait la SDN, la Société des Nations, qui avait été créée après la fin de la Première Guerre mondiale. Puis en avril-juin 1945, à San Francisco, aux États-Unis, on va créer une nouvelle organisation pour garder la paix dans le monde. On va l'appeler l'Organisation des Nations Unies, qui est toujours basée à New York aujourd'hui. Après la Deuxième Guerre mondiale aussi, en juillet-août 1945, puis par la suite, en 1947, on va faire une conférence à Potsdam. C'est une demeure près de Berlin. Et dans cette demeure-là, on va fixer les nouvelles frontières politiques en Europe. J'ai pu visiter cette demeure-là, qui est devenue une espèce de musée aujourd'hui. C'est sûr que ça va entraîner des déplacements de population. Il va y avoir aussi, de 1945 à 1946, dans la ville de Nuremberg, qui était l'ancienne ville où est-ce que Hitler avait mis ses quartiers. C'était vraiment la fierté allemande. À l'époque, fierté nazie plutôt. Les dirigeants nazis vont être jugés par une cour internationale pour crimes de guerre. Il y a 12 nazis qui vont être condamnés à mort pour crimes contre l'humanité. C'est une première. Et aujourd'hui encore, on peut condamner des gens comme ça à mort pour crimes contre l'humanité. Il y a des gens qui se sont sauvés de ces pendaisons-là en se suicidant, d'autres qui ont été emprisonnés à vie, mais chacun des nazis a nié avoir eu une responsabilité dans tout ça. La Deuxième Guerre va entraîner une rupture bien importante dans le monde. C'est la fameuse menace communiste. Donc la méchante URSS, finalement, pour les États-Unis. On ne s'entend pas très très longtemps. Les Américains vont s'inquiéter de la progression de cette nouvelle façon de penser-là. Les États-Unis considèrent que le communisme, c'est une menace depuis le début du 20e siècle. Une menace à quoi? Au capitalisme, à la façon de consommer des Américains, à la façon de vivre des Américains. En 1947, le 12 mars, le président des États-Unis à l'époque s'appelle Truman. Et puis, il va créer une doctrine qu'on va appeler la doctrine Truman. Puis, cette doctrine-là dit qu'il faut lutter, mais vraiment à tout prix contre les communistes, le méchant communiste. Ça va créer une espèce de guerre, de chasse aux sorcières qui ne sera pas nécessairement positive. Évidemment, il faut reconstruire l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale et les États-Unis vont lancer le plan Marshall.
En fait, c'est une série de reconstructions, de prêts aussi d'argent et tout ça. Joseph Staline, lui, parallèlement à tout ça, va faire pression sur les pays d'Europe de l'Est pour qu'ils refusent cette aide-là. Les États-Unis et la Russie, donc l'URSS plutôt, vont littéralement se diviser, faire une rupture qu'on va appeler l'Est et l'Ouest. Hein? Donc l'Europe va devenir le symbole de cette espèce de séparation-là. Et on va mettre en place une espèce de rideau de fer. C'est plutôt un rideau imaginaire, hein, avec et aussi en même temps pas tout à fait imaginaire, avec des postes de contrôle puis des murs dont le plus célèbre va être le mur de Berlin. Donc l'Europe est divisée, hein, occupée par les Soviétiques. Staline va créer un bloc, le bloc des communistes, qui couvre plusieurs pays européens et qui veut éliminer les partis politiques qui veulent s'emparer du pouvoir contre eux. Alors il va y avoir, par exemple, des répressions, comme à Prague en 1948, par exemple. Il y a des pays qui vont se ranger du côté des communistes. Par exemple, la Chine. La Chine va littéralement se déchirer dans les années 40-46. En 1949, donc Mao Zedong va prendre le pouvoir, c'est un communiste, et inspiré donc par les idées de Karl Marx et de l'URSS. Et c'est un phénomène assez important là, qui va disons, crinquer, on pourrait dire, 500 millions d'habitants. Donc, en Asie, toujours, il va y avoir le fameux conflit de la Corée. Hein. Donc, la guerre de Corée, qui est en fait une ancienne colonie japonaise, divisée en 1948 par deux États. Les États-Unis soutiennent une partie, l'autre partie est soutenue par la Chine. En 1950, les Nord-Coréens, qui sont communistes, influencés par la Chine, franchissent une frontière, la 38e parallèle, et l'ONU va demander aux États-Unis d'intervenir. Fait qu'il va y avoir des troupes américaines qui vont venir libérer la Corée du Sud, et puis ils vont être stoppés dans leur progression. La tension est vraiment, vraiment à son extrême, et puis en 1953, on va trouver vraiment un compromis. On va fixer une frontière le long du 38e parallèle. Aujourd'hui encore, on a toujours la Corée du Nord, qui est communiste, fortement influencée, là, mais là, c'est plutôt une dictature. Et au sud, la Corée du Sud, qui représente la Corée plutôt à l'image capitaliste américaine. Cette guerre froide-là, entre les États-Unis et donc l'URSS, ben, c'est deux idées qui s'affrontent, le capitalisme et le communisme. C'est deux blocs aussi militaires. On a l'OTAN, qui existe encore aujourd'hui, qui se trouve être les pays alliés avec les États-Unis, qui sont plutôt capitalistes. Et de l'autre côté, un bloc qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle le Pacte de Varsovie. On a une crainte des communistes à cette époque-là, surtout aux États-Unis, avec la doctrine McCarthy qui lance une espèce de chasse aux sorcières contre tous les communistes. Tout le monde est soupçonné d'être un communiste, quelqu'un de pas correct. Il y a des personnes qui vont être emprisonnées à cause de ça, dont, par exemple, Charlie Chaplin, qui va être emprisonné parce qu'on va le traiter de communiste. En 1961, il va y avoir la création du mur de Berlin. Donc, c'est un mur qui est construit et qui divise la ville en deux. Le mur va être modifié et il va être plusieurs fois. Et il y a plusieurs personnes qui vont essayer de passer par-dessus, puis il va être détruit officiellement en 1989, qui va être la fin de la guerre froide, en fait. Mais on est toujours dans la guerre froide, puis il va se passer un phénomène particulier. En 1962, le président J.F. Kennedy, il y a la preuve qu'il y a des missiles nucléaires qui sont dirigés vers Washington et qui sont en train d'être installés à Cuba. Ça va pas très, très bien. Alors, face à cette espèce de menace-là, ben, les Soviétiques vont être obligés de faire marche arrière parce que là, c'est presque une troisième guerre mondiale. Et là, c'est le début de la fin. On évite donc une guerre nucléaire. Évidemment, donc, chaque côté a peur de l'autre. Les États-Unis ont peur des Russes. Les Russes ont peur des États-Unis à cause de l'arme atomique. Il y a une compétition qui va se créer par rapport à la maîtrise de l'espace. Et en 1957, ben, les États-Unis vont lancer le premier satellite artificiel. En 1963, il va y avoir une ligne téléphonique directe qui est installée entre Washington et Moscou. Par exemple, pour éviter des problématiques nucléaires ou pour faire des menaces. Toutes ces raisons-là sont bonnes.
Dans la même époque, après la Seconde Guerre mondiale, évidemment, les effets sont destructeurs. Hein, donc, on remet en question un système, une vieille manière de penser qui se trouve à être la colonisation, c'est-à-dire des pays d'Europe principalement qui possèdent des colonies ailleurs. Les Japonais, à cette époque-là aussi, hein, veulent montrer que les Blancs ne sont pas supérieurs. Ils lancent cette idée-là. Donc, effectivement, il y a une volonté de dire non, les Blancs ne sont pas supérieurs, il faut arrêter ça, cette idée-là. Alors, à l'ONU, autant que vont faire une déclaration universelle des droits de l'homme en 1949. Comme quoi, les peuples peuvent disposer d'eux-mêmes. Alors, il va y avoir des peuples qui vont se libérer des pays d'Europe, dont les Indes, hein, à cause beaucoup avec Gandhi, qui va être malheureusement assassiné, mais donc, il va y avoir les Indes qui vont être rendues. Les possessions anglaises vont se séparer. En 1947, il va y avoir deux États qui vont être créés. Un musulman avec le Pakistan, puis l'autre hindou avec carrément l'Inde. Donc, c'est des pays qui naissent. C'est des nouveaux pays. En 1949, on a l'Indonésie qui était possédée par les Hollandais qui devient indépendant. On a l'Indochine qui va se libérer de la France dans les années 50 et puis qui va perdre la guerre, évidemment. La France va perdre la guerre contre les communistes de Dien Bien Phu. Ensuite, on a le Vietnam qui va être reconnu avec les accords de Genève. On va avoir la création du Laos et du Cambodge aussi qui deviennent indépendantes. En 1955, on va faire une conférence à Bandung en Indonésie pour exprimer justement que le colonialisme, c'est une forme de racisme, donc il ne faut pas le faire. Et il y a une doctrine qui commence à apparaître qu'on appelle le non-alignement, donc qui dit on ne veut pas être vu comme étant des racistes. Par la suite, il va y avoir l'Égypte qui va devenir indépendante. En fait, qui était déjà indépendante en 1922, qui est comme le symbole de l'indépendance. Puis, il va nationaliser le canal de Suez en 1956, malgré évidemment des oppositions. Donc, ça va créer des tensions. Alors, le pays va servir de modèle aux pays voisins pour la décolonisation. Toujours en Afrique, en 1956, la Tunisie, le Maroc vont obtenir leur indépendance. Puis aussi, il va y avoir un mouvement vers l'indépendance qui gagne l'Algérie, qui appartient à la France aussi. C'est sûr que l'Afrique qu'on dit, l'Afrique noire, en fait, ça va être plus tard, l'Afrique centrale. Les colonies françaises entre 56 et 60, vont se libérer. Tranquillement, pas vite, vont libérer l'Afrique. Les Belges, les Portugais vont avoir un peu plus de mal parce qu'il va y avoir des violences. Le Portugal ne donnera pas facilement l'indépendance à l'Angola puis au Mozambique, juste en 1975. Évidemment, il va y avoir aussi la naissance d'une nouvelle façon de penser qu'on appelle la mondialisation. C'est-à-dire que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une nouvelle tendance à la fin des années 60 qui fait que l'économie devient mondiale. La production devient grosse. On parle de production de masse. On parle d'annonces publicitaires, de nouvelles façons de consommer. C'est une période qu'on va appeler les 30 glorieuses. 30 ans donc d'évolution. Consommation de masse apparaît, des magasins à grande surface, en périphérie, dans les villes. Place Sainte-Foy, hein, dans les années fin 50, début 60, va apparaître, par exemple. C'est un des plus grands magasins à l'époque, qu'on dit, en Amérique du Nord. Littéralement, aujourd'hui, c'est juste un centre d'achat parmi tant d'autres. Alors, il y a des prix réduits. On tend à uniformiser les goûts aussi, puis les habitudes. Donc, tout le monde veut avoir ce produit-là. Tout le monde désire ça. C'est une mondialisation qui va profiter, disons, aux pays industrialisés, mais aussi on va beaucoup... il y a d'autres pays qui vont en bénéficier. Là. Les États-Unis vont détenir 75% du stock d'or mondial à ce moment-là. Et ça se trouve être la monnaie des États-Unis qui devient la monnaie qu'on appelle étalon, c'est-à-dire la monnaie sur laquelle on se définit, sur laquelle on se base. C'est encore le cas aujourd'hui. Le transport devient de plus en plus abordable, je vous dirais, réduction des distances, rapidité accrue dans tous les domaines. Entre 1950 et 1970, donc le prix du pétrole n'arrête pas de baisser et les automobiles, elles, grossissent énormément. On voit naître le Fonds monétaire international, chargé d'assurer une bonne continuité des échanges internationaux, et puis aussi la possibilité de prêter à des États, donc à des pays, des prêts en dollars.
En 1947, on va créer l'accord général sur le tarif douanier qui vient ouvrir les marchés. Donc, ça permet aux pays membres de ça de faire des baisses de droits de douane entre leurs pays et donc d'augmenter les échanges. Dans les années 70, il va arriver deux grands chocs pétroliers qu'on appelle, c'est-à-dire que la croissance est tellement intense, elle tombe en panne à un moment donné parce qu'il y a un ralentissement. En 1973, il y a une guerre entre Israël et les pays arabes. Puis ce que ça va faire, c'est qu'il y a une hausse brutale du prix du pétrole qui va arriver. Puis ça va être multiplié par 5. Imaginez si on payait notre gaz 5 fois plus cher. En 1979, il va y avoir aussi une guerre, Iran-Irak. Puis ça va encore une fois augmenter le prix du pétrole. Donc le prix du baril va passer de 34 dollars contre... donc, on n'a pas les bonnes données ici, là, mais il reste que... oui, c'est ça, on passe de 1,5 $ à 34 $, c'est en 79. Ce qui fait que les gens vont se départir de leur grosse automobile, là, qui consomme beaucoup. Et c'est dans ces années-là qu'on va voir naître la fameuse Mustang 4 cylindres qui se trouve être la honte de toutes les Mustangs, paraît-il. La mondialisation va entraîner une révolution industrielle. C'est l'électronique puis les biotechnologies qui vont se développer. C'est pas trop gourmand en emploi, c'est beaucoup d'argent, par exemple, puis beaucoup de ce qu'on appelle la matière grise, des cerveaux. L'économie évolue. Dans les années 80, le chômage devient de plus en plus important. L'inflation augmente, la hausse des prix. Les pays vont s'endetter. Donc, on ne connaît pas nécessairement des bons moments dans ces années-là. Donc, la valeur du dollar aussi va baisser dans le monde. On connaît des crises économiques, monétaires dans les années 80-90, pauvreté aussi qui est vécue un peu partout, mais les crises économiques vont toucher énormément les populations qu'on appelle du tiers-monde, donc les pays plus pauvres comme tels. Et là arrive un éventail de conflits, de guerres. Guerre des 6 jours en Israël contre les Arabes, guerre qui continue encore aujourd'hui. Une autre guerre Israël, pays arabe en 1973. Fin de la guerre du Vietnam en 1973. Guerre civile au Liban de 1973 à 1989, imaginez. En 1979, invasion soviétique de l'Afghanistan et ainsi de suite. Donc plein de guerres comme ça qui vont naître. Et là, on voit le début de la fin du communisme. Donc, le communisme soviétique connaît des ratés, des problématiques. Leur économie qui est protégée, puis du capitalisme, ça ne va plus très bien. Il y a des nouveaux besoins. Les technologies sont dépassées. Ils n'arrivent plus à suivre. Alors, en 1985, Mikhail Gorbatchev va arriver au pouvoir et puis, lui, il va mettre en place une politique qui s'appelle la perestroïka, qui se trouve être la reconstruction économique. Et il veut être transparent face aux autres pays dans un souci qu'on appelle de glasnost. C'est deux mots particuliers, mais c'est comme ça. Donc, le choc est trop fort pour les Russes et ça éclate. Le mécontentement éclate. Et puis, Mikhail Gorbatchev va être vu comme un traître plus tard parce qu'il va comme engager la fin du communisme. Alors, en 1989, il va y avoir le déclenchement, le début de la fin du communisme. Il y a des étudiants anticommunistes chinois qui vont manifester à Pékin, en Chine. Donc, on sait que ces communistes-là. Et puis, remettre en question les politiques du gouvernement communiste chinois. Et il va y avoir des morts par dizaines, des gens qui vont être écrasés par l'armée et par les tanks. Ça va être filmé dans le monde et on va remettre en question le communisme. Et quelques mois plus tard, en 1989, c'est carrément la chute du mur de Berlin. Donc, étant donné que l'URSS n'existe plus, ça devient la Russie en 1991 officiellement parce qu'un monsieur Boris Eltsine fait un coup d'État, renverse le gouvernement et dit « Je prends le pouvoir, c'est fini le communisme ». Donc, l'URSS devient la CEI, la Communauté des États indépendants, puis par la suite va devenir la Russie. En Europe, on s'oriente de plus en plus dans les années 80-90 avec l'euro. On veut laisser toutes les monnaies, parce qu'avant, tous les pays d'Europe avaient leur propre monnaie. Mais l'Europe semble pas très efficace à régler leurs propres conflits. Puis dans les années 90, il va y avoir un gros conflit en Yougoslavie. Par la suite, et c'est toujours l'enjeu du pétrole. Dans les pays arabes, c'est l'état de guerre qui est quasi permanent.
dans les pays arabes. La paix, aujourd'hui, c'est une nécessité, mais on n'arrive pas à trouver de solution. C'est encore comme ça aujourd'hui. Des grosses rivalités économiques, politiques qui déchirent les pays arabes, qui étaient pourtant très riches à l'époque. Et il y a une tendance à la radicalisation musulmane qui va entraîner le fameux 11 septembre 2001 avec Al-Qaïda ou l'État islamique qui vont carrément attaquer les États-Unis. Dans les années 90, on va avoir une guerre Iran-Irak qui va provoquer la mort de plusieurs millions de personnes. Les États-Unis vont faire aussi tomber un gars qui s'appelle Saddam Hussein, qui va engendrer une guerre civile permanente en Irak. Le terrorisme islamique aussi devient, dans le début des années 2000, quelque chose de très, très important. Aujourd'hui, les États-Unis dominent le monde au niveau militaire, avec les fameuses guerres et tout ça, leur modèle culturel, la télé, le cinéma, les habitudes alimentaires. Mais sauf que c'est un pays où est-ce que les gens sont très endettés et la grosse misère côtoie aussi la violence grandissante là, de plus en plus. On la voit de plus en plus avec les séparations de ce pays-là. Et aujourd'hui, actuellement, on a le Japon, la Chine et la région du Pacifique là, qui se développent. Surtout au début des années 2000, mais ça continue comme ça. On a des pays comme la Corée du Sud, Taïwan, on a la Chine, on a Singapour qui sont ce qu'on appelle des dragons industriels. Ils sont en plein développement et ils font craindre le fait qu'ils pourraient être la prochaine puissance mondiale, même plus que les États-Unis. Donc, si on pense à la Chine, par exemple, c'est 1,3 milliard de consommateurs. Donc, il faut faire attention à les liens qu'on a avec elle. Et puis, contrairement, bon, c'est sûr qu'elle n'est pas endettée, contrairement au Japon, là. Mais c'est un régime totalitaire, hein, fait que c'est pas nécessairement le fun pour nous autres, surtout qu'ils sont alliés avec Poutine. Donc actuellement, on est là, on est dans ces conflits-là. Actuellement, on a le conflit en Ukraine et en 2024, ben, on ne sait pas trop comment ça va se diriger. Toujours l'Israël en guerre avec le Liban, puis les pays comme l'Iran, étant donné qu'ils ne veulent pas reconnaître la région palestinienne et tout ça. Donc, c'est à suivre.